Salut, c'est Shannon. Salut, c'est Anaïs. On est actuellement en service civique au sein d'Espéris, qui est une association de prévention santé et de réduction des risques. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fait tourner qui va parler de l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de deux infirmières du service santé des étudiants, Patricia et Nathalie, qui nous rejoindra plus tard. Je vous laisse vous présenter et présenter le service santé des étudiants. Je souhaite la bienvenue au service santé des étudiants. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer toutes les deux et je remercie Mathieu de nous avoir donné cette occasion. Service des étudiants, donc ça s'appelle SSE. Donc on est situé sur le campus de Beaulieu, à Rennes. Moi je suis Patricia Pédou, je suis infirmière ici, ça fait déjà depuis quelques années. Le service santé des étudiants accueille tous les étudiants du campus de Rennes 1, que ce soit les étudiants qui sont dans les UFR sur Beaulieu, mais aussi les étudiants du campus centre, fac de droit, sciences éco. Donc Rennes 1, c'est ça. On a aussi des étudiants du campus santé qui sont rattachés à Rennes 1. Et on a l'équivalent de ce service sur Villejean. Vraiment une équipe pluridisciplinaire d'infirmières, de médecins, de psychologues, diététiciennes. Le service est ouvert du lundi au vendredi, avec des horaires un peu particuliers dans cette période de contexte Covid où on est fermé sur le temps de midi. Qui vient au SSE? Tous les étudiants peuvent venir dans notre service, alors soit de façon informelle, j'ai envie de dire, en infirmerie. Je pense que sans rendez-vous, on accueille tous les étudiants qui peuvent avoir besoin de consulter, que ce soit pour un problème somatique, pour une demande de soins infirmiers, parce qu'on a besoin de déposer les valises parce qu'on en a un peu marre, qu'on a le moral dans les chaussettes et qu'on se dit tiens, si là je sais que je peux venir et qu'on va m'écouter, qu'on va prendre le temps, donc on est là aussi pour ça. Ça peut être pour du conseil en santé. Suite à cette première entrevue en infirmerie, il peut y avoir plusieurs types d'orientations proposées, que ce soit vers une consultation de médecine générale, ça peut être une consultation, une orientation vers d'autres collègues du service, que ce soit pour une consultation médico-psychologique. Il faut savoir qu'on travaille avec des collègues infirmiers spécialisés qui sont détachés de l'hôpital Guillaume-Régnier, qui vont intervenir après un premier entretien qu'on aura eu nous, sur une écoute par exemple, pour aller plus loin dans le travail d'accompagnement avec l'étudiant, quitte ensuite à aller vers une orientation vers un psychologue. Voilà, donc ça c'est un des premiers aspects, une des premières consultations possibles dans le service. Après, on reçoit sur rendez-vous des étudiants qui vont venir faire un bilan de prévention, qu'on appelle communément la visite médicale, mais on a aussi nous des bilans infirmiers de prévention autonomes, donc on profite de ce temps-là qui est programmé, donc ce ne sont pas des convocations, c'est vraiment, sauf pour les écoles conventionnées, voilà, par exemple les écoles de chimie, écoles de kiné, qu'on reçoit effectivement de façon programmée. On n'est plus au lycée où on est convoqué pour la visite médicale, consultation médecine générale. Des étudiants peuvent avoir besoin d'un rendez-vous pour un vaccin par exemple. Ça peut être parce qu'on a besoin d'un renouvellement de pilule, ça peut être parce que voilà, mais bon, ça c'est des choses qui se font de façon plus ponctuelle. Les consultations sur rendez-vous, on a des consultations gynécologiques, vie affective et sexuelle. Là on est en train de réfléchir à l'appellation consultation gynéco parce que ça restreint un petit peu le champ. Et là, nous, on a envie de développer des consultations plutôt vie affective et sexuelle. Si vous imaginez un espèce de grand chapeau vie affective et sexuelle et dans lequel on déclinerait la partie contraception, effectivement plus à destination des jeunes femmes. Mais après, il y a la question du dépistage et la question aussi vie affective et sexuelle à destination des étudiants masculins parce qu'il n'existe pas lieu de consultation pour aborder des questions de sexualité, de difficultés dans sa sexualité par exemple. Donc nous, on s'est formé, là, on se forme là-dessus en tout cas pour pouvoir répondre aussi à la demande des garçons parce que ça nous paraît juste. Une infirmière qui fait la consultation addicto, il y a également de la relaxation qui est proposée dans le service, une diététicienne qui travaille dans le service aussi, une assistante sociale, on a un panel de professionnels qui travaillent ensemble et bien sûr dans le respect du secret professionnel, ça c'est primordial et c'est important de le souligner. Justement, vous nous parlez des séances de relaxation, de sophrologie. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place des dispositifs de ce type ?
Alors, il y a deux choses. Il y a la sophrologie qui se fait sur Vigan. On a une collègue qui a fait de la sophro pendant longtemps, qui est partie à la retraite. Donc, il y a une collègue qui est en formation actuellement en sophro. Donc, je sais que ce qui se faisait auparavant, c'était en sophro de l'accueil individuel et de l'accueil en petits groupes, avec une régularité qui avait été mise en place. Le relais, je pense, va se prendre quand notre collègue aura fini sa formation. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux étudiants qui sont en difficulté, notamment, on entend beaucoup parler de stress, et on sait très bien que la sophro, comme la relax, sont des outils qu'on peut utiliser pour améliorer son rapport au stress. On ne va pas forcément passer de quelqu'un de super stressé à quelqu'un qui va devenir très détendu, mais en tout cas c'est de permettre aux étudiants qui viennent en sophro et en relax de faire baisser leur taux de stress, de tension, pour faire au mieux avec le stress, pour en faire un allié plutôt qu'un ennemi, que le stress ne vienne pas envahir tout l'espace et qu'on fasse perdre tous nos moyens. Donc pour ce qui est de la relax, en ce qui me concerne, moi je me suis formée à la relaxation. C'est vrai que c'est intéressant. Alors par contre, contrairement à ce qui se fait sur Vigan, moi je fais plus en individuel. Ici sur Beaulieu, c'est plus compliqué de mettre en place des séances en collectif. L'idée étant de donner des outils aux étudiants pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent l'utiliser après pour eux quand moi j'y suis plus. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, et c'est vrai qu'il y a une très forte demande cette année. Ça correspond forcément à une demande qui est liée directement là pour le coup au contexte, ça c'est indéniable. Je pense que c'est quelque chose que de toute façon qui va se pérenniser. Traditionnellement, depuis quelques années maintenant, on avait pour habitude d'organiser une soirée bien-être, un temps à Villejean et un temps à Beaulieu. Soirée bien-être qu'on organise au diapason avec différents ateliers proposés qui vont de la sophro, de la relax, au yoga du rire, en passant par un atelier con, des massages shiatsu, du yoga. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, qui fonctionnent plutôt bien, qui répondent aux demandes des étudiants. Ça se passe le soir, donc c'est une façon de se mettre dans une autre ambiance. On y vient avec les copains, les copines, ça c'est plutôt sympa et agréable, autant pour les étudiants que pour nous d'ailleurs. C'est un moment qu'on aime beaucoup, mais là, pour la deuxième année, eh bien, on est empêché. Et on a plus mis l'accent, nous, sur les podcasts. On s'est dit que les podcasts, c'était intéressant parce qu'on écoute, on n'est pas forcément les yeux rivés sur l'écran. De 3 à 4 minutes, 10 minutes pour une mini-relax, pour prendre un temps de respiration chez soi, entre deux cours, de pouvoir se mettre dehors. C'était vraiment des petites choses dont il fallait se saisir. Donc, où ça vient mettre un petit peu d'optimisme, en tout cas d'autres, des choses un petit peu plus positives que ce qu'on entend un peu partout. Du coup, depuis le début de la crise sanitaire, vous avez vu des changements en matière de santé mentale chez les étudiants ? C'est sûr que là, ce qu'on observe, deuxième confinement, c'est qu'il y a vraiment une lassitude qui s'installe, une espèce de morosité, un découragement qui s'installe chez beaucoup d'étudiants. Effectivement, il y a des étudiants qui décrochent parce que c'est clair que les cours en distanciel, pour tout ce qui est de la concentration, c'est compliqué, c'est fatigant. C'est vrai que par exemple, pour certains, quand ils ont à la fois le polycopier et le prof en visio qui lit le même polycopier, pour certains, je dis ça, c'est pas, je veux pas surtout blâmer les enseignants parce que je sais que les difficultés d'enseigner dans ces conditions-là, c'est compliqué aussi. Enseigner, c'est pas être derrière un écran, c'est d'être dans l'interaction avec ses étudiants, de les voir, d'être dans tout ce qui est lecture corporelle. Je crois que c'est important de le dire. Et donc pour revenir à ce que je disais, quand un étudiant est avec son polycopier et l'enseignant qui lit le même polycopier, l'étudiant va avoir tendance à décrocher ou à faire autre chose, genre j'ai mon téléphone portable, je vais voir sur Facebook ce qui se passe, enfin je caricature pas, mais en tout cas c'est des choses qui se passent et c'est difficile de s'astreindre à dire bon, alors donc on essaie nous avec les étudiants de dire est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de peut-être si vous êtes là devant votre écran, est-ce que potentiellement vous pouvez pas inviter je sais pas quelqu'un de votre promo à être dans la même pièce, tous les deux ensemble, dans le respect des gestes barrières, on est chacun à un bout de la table, on a chacun son PC, mais au moins sur le temps de pause, on peut interagir, on peut, tiens, moi j'ai pas compris ça et toi t'en es où, comment tu vois les choses, ça donne un peu de vie, c'est trouver des petites choses pour faire en sorte qu'on retrouve de la motivation. Alors c'est difficile et puis ça dure quoi, en plus on n'en voit pas le bout, c'est du stop and go, enfin c'est juste éreintant et ça on comprend. Donc il y a effectivement des étudiants qui décrochent, il y a
des étudiants à côté de ça qui mettent en place des stratégies, qui vont à la BU parce que les BU sont ouvertes. Il y a des choses possibles, il y a des adaptations possibles. Mais c'est vrai que quand on est tout seul dans sa chambre de CTU, tout seul dans son appart, et qu'on tourne un peu en rond, c'est compliqué de trouver parfois l'énergie, la ressource pour se remotiver, même si on a choisi la filière dans laquelle on est, quoi. Donc c'est encore plus compliqué, je dirais, pour des étudiants qui se cherchent, qui étaient peut-être déjà en questionnement. L'université, c'est pas toujours facile quand on cherche de mettre en place un projet, hein, donc là, avec toute cette période d'incertitude, d'avenir où on n'arrive pas à trouver de stage, il y a aussi cette difficulté qu'on nous remonte et qu'on voit, hein, c'est les étudiants qui peinent à trouver des stages. On sent bien qu'il y a un parcours, c'est un parcours du combattant quand même, hein, pour beaucoup d'étudiants, hein. On essaie de voir avec les étudiants quelles sont leurs ressources, sur quoi ils peuvent s'appuyer. On va ressortir de cette période-là avec peut-être dans notre boîte à outils d'autres choses qu'on n'aurait pas utilisées. Pour autant, il y a réellement aussi des gens qui sont en difficulté psychologique, ça c'est avéré. Pour certains, sans doute, il y a des choses qui étaient déjà là avant. Cette période-là a certainement fait flamber, c'était un peu un catalyseur. Voilà, donc on peut pas dire, on peut pas dresser un portrait robot. Je pense que autant de gens, autant de situations, de profils différents. Ce qui est important, c'est que les étudiants sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, que ce soit dans leur entourage, mais qu'ils sachent aussi qu'il y a des professionnels qui sont là pour les accueillir sans jugement, avec bienveillance. On les accompagne dans ce chemin-là. Voilà, mais qu'à l'inverse, le confinement peut permettre aussi à certains de travailler sur leur projet d'orientation ou de réorientation pour certains, et qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose. Nathalie, une autre infirmière du SSE, vient de nous rejoindre dans cette interview. Nathalie et Patricia, quels freins avez-vous pu rencontrer dans la mise en place de vos services ? Pas pareil, hein, les entretiens. Ouais, parce que c'est vrai que je me disais tout à l'heure, on fait des entretiens, ce qu'on appelle les visites de prévention. Habituellement, ça se fait plutôt en présentiel dans nos bureaux. Là, on se retrouve pour limiter en fait les contacts à faire des entretiens téléphoniques. Donc, vous imaginez bien que faire un entretien téléphonique avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas réagir, c'est quand même... Il y a quelque chose d'un petit peu désincarné, je trouve, dans ce qu'on fait. Tout ce qui est lecture verbale qu'on peut... En présentiel, là, alors déjà avec les masques, on en perd un peu quand même. Mais là, des fois, ça peut être fluide, ça se passe bien, l'étudiant réagit bien, voilà. Puis des fois, c'est très... on rame un peu parfois, et puis même nous, au bout d'un moment, de notre cœur de métier, de ce qu'on fait, c'est quand même pas pareil d'avoir quelqu'un en présentiel que d'avoir quelqu'un au téléphone. C'est mieux que rien, mais... Ce qu'on essaie de faire, en fait, quand les étudiants le peuvent, s'il y a un premier contact, c'est les inviter à venir nous voir. On a appris le rythme, on sait que c'est pas forcément optimal, mais on s'est adapté. Et là, on a même travaillé avec une comédienne qui vient avec nous d'habitude sur la soirée bien-être, et du coup on l'a sollicitée pour qu'elle raconte des histoires. Et en fait, elle a enregistré 4 petites histoires, des formats courts qui font quoi, le maximum c'est entre 4 minutes et 8 minutes la plus longue. Justement parce que les histoires, on raconte ça aux enfants quand ils sont petits, mais c'est toujours bien agréable aussi, même quand on est adulte ou jeune adulte, de s'entendre raconter une histoire. Et c'est un truc un peu inédit, on n'a peut-être pas l'habitude, de se dire tiens, on se pose et j'écoute une histoire, et qu'est-ce que cette histoire elle vient chercher, alors c'est des choses qui sont un petit peu philosophiques, il y en a une qui est partie de moi que j'aime bien, qui est drôle, donc c'est une invitation un peu à faire autre chose. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à vous, à toutes les deux. Si vous ressentez le besoin d'être aidé durant cette période, n'hésitez pas à vous renseigner. Des informations sont à votre disposition dans la description de ce podcast. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un autre épisode sur l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. Vous pouvez également retrouver nos autres podcasts sur le confinement et la consommation. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt!